Après la sortie du premier film, Oliver Stone commence à écrire une ébauche de script pour le deuxième volet. Mais il quitte finalement le projet, la Paramount lui refusant le Final Cut et révisant sans cesse ses idées. De plus, Tom Cruise décide de partir tourner Eyes Wide Shut avec Stanley Kubrick, une offre qu'il ne peut refuser. C'est donc vers le réalisateur chinois John Woo qu'Oliver Stone a aidé à faire venir aux USA, alors en pleine explosion cinématographique américaine, et qui sort d'un volte-face qui nous a cloué au siège, que la Paramount va se tourner. Le film est attendu pour l'été 1999 et sortira une année plus tard. Une année, c'est beaucoup trop. The reason he wants me, he wants the Mission Impossible to have a lot more of a emotional. Censure, le film fait au départ 3h15, changement de planning, comptabilité douteuse, météo exécrable et un Tom Cruise qui veut tout contrôler. Wu, lui, garde sa sérénité apparemment à toute épreuve. Le but de la star producteur est de dépasser le succès au box-office du premier volet. Seulement voilà, du budget original, on tombe à 125 millions de dollars de budget, le premier était autour de 80 millions, et en plus, on attend l'acteur, puisque le tournage de Eyes Wide Shut, qui dure 14 mois, fait que la star Tom Cruise est très en retard et devient en plus obsédé par le contrôle. And Mr. Hunt, the next time you go on holiday, please be good enough to let us know where you're going. I like big pictures, and it's a real challenge for a producer to produce this movie. Making any film is a challenge. If I let you know where I'm going, I won't be on holiday. La façon dont le film va être réalisé par John Woo va nous proposer une vision de la femme assez déroutante. To go to bed with a man and lie to him, she's a woman. She's got all the training she needs. Mais surtout, la scène la plus homosexuelle jamais filmée par le réalisateur, dont je parlerai sur le chapitre des personnages. John Woo ne demande pas grand-chose, si ce n'est le moins de CGI possible et se concentrer sur les protagonistes. La Paramount commence à réviser le budget donc, le descend à 80 millions et Woo, excédé, commence à penser à quitter le projet. Tom Cruise décide, lui, de renoncer à son cachet pour que le réalisateur reste et que le budget soit celui prévu contre 30% des bénéfices, ce qui ne sera pas une mauvaise affaire. Mais Cruise décide aussi de changer le script, de le simplifier, le public du premier ayant trouvé l'histoire trop compliquée ou alambiquée, faut pas déconner. Two was unique for me, precisely because the action sequences had been so highly developed before I came on board. So much so that really what was involved was writing a story to fit the action. C'est donc Robert Towne et Wesley Strick qui vont retoucher le script de Ronald D. Moore et Brandon Braga, et là-dessus, Woo va décider s'il reste ou part. On pourrait penser que le pire est passé, mais loin de là. Le premier directeur de la photographie, Andrew Lesnie, se retrouve avec son équipe sous une météo exécrable en Australie qui les empêche de fournir les plans voulus, et John Woo leur demande de travailler à un rythme qui ne leur convienne pas, un rythme effréné. Lesnie est l'homme sur les photos de la saga Seigneur des Anneaux, le Hobbit bien sûr, et les King Kong de Peter Jackson. L'homme va donc être remplacé par Jeffrey L. Kimball qui nous a donné les très belles images du Top Gun, Le flic de Beverly Hills 2, Outro Romance de Tony Scott, L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne, et reviendra sur les deux John Woo suivants et des derniers aux USA, Wind Talker et Paycheck. Tom brings a lot of energy. Everything about what he loves to do is he loves to move the camera, he loves to introduce as much energy and as many shots into the sequence as he can. That's why he's the man. He's the Woo. End over end. Tous les plans vont donc être filmés dans l'urgence, suivant les affres de la météo, et doivent surperformer.
Après donc l'écriture de l'histoire, le budget, la météo, l'équipe et les fameuses 8 caméras à lentilles anamorphiques que Woo ne peut avoir ou pas tout le temps, ce sont les autorités de la ville de Sydney qui vont décider de leur mettre des bâtons dans les roues en les empêchant de tourner une course-poursuite dans la ville. Suite à cela, Cruise en a ras le cul et décide de respecter les codes du silence qu'impose Stanley Kubrick sur ses tournages, rien ne doit filtrer, et le retard accumulé va impliquer de changer une partie du casting, dont l'arrivée donc d'Anthony Hopkins comme responsable de l'IMF, à la place de Sir Ian McKellen qui était prévu mais qui doit partir. Asking her to resume a prior relationship, not do anything she hasn't already done. Le budget explose, les décors extérieurs sont changés pour essayer de récupérer un peu d'argent. John Woo doit raccourcir son film à 1h45 et espérer un PG-13 à cause d'une étude menée par des financiers, sûrement des pionniers dans l'art du cinéma. Bref, finalement, John Woo nous lâche son film, 2h03, sans que personne ne vienne le déranger apparemment sur la table de montage, si ce n'est un Ben Stiller en doublure de Tom Cruise, dont le sketch hilarant est proposé en bonus sur certains des DVD ou Blu-ray. This mission, it just got a hell of a lot more impossibler. But we'll think about it. Go away. Bon, depuis on sait que John Woo ne veut plus du tout travailler avec Tom Cruise et l'on peut légitimement penser que le film final est loin d'être celui que John Woo avait en tête et l'on peut rêver de cette version de 3h15. Nous avons donc une course contre la montre pour empêcher le vol d'un virus, la chimère, et de son antidote, le bellérophone. C'est juste aussi simple que cela, avec en arrière-plan une histoire d'amour entre notre héros et Naya, voleuse de son état, qui va devoir en plus se jeter dans les bras de l'antagoniste tout en travaillant pour l'IMF. Would it make you feel any better if I didn't want you to do this? Yeah, much. Then feel better! Le générique annonce le ton, rapide, efficace, avec des riffs de guitare de Sir Zimmer, mais sans aucune image du film, comme c'est normalement l'habitude de la saga dans le générique. John Woo va lui utiliser à foison ses ralentis, peut-être un petit peu trop à foison ici, pour se rapprocher de sa mise en scène de ballet cinématographique, dont il est friand, mais poussé ici à l'extrême. Et il faut le dire, on a l'impression parfois que l'histoire de Naya prend le pas sur celle d'Ethan, du moins lors des premières visions. Tom Cruise est apparemment charmant hors tournage, mais très exigeant avec tout le monde dès que le film reprend. I think we've ever finished each other's sentences. Le film est donc un thriller d'espionnage sous fond de romance et seule obligation pour John Woo par le studio, faire aussi bien que sur Volte-Face et réaliser un film de pas plus de 2 heures. The idea is he's able to jump off the bike, ski, and if he were to fall, he's hanging by the arm of the tow truck. It's still difficult though. He's still skiing, he's still going 50 miles an hour and his feet are still sliding on the ground and he's doing the whole thing. He just has the safety backup of the cable. Le film est tourné quand même en practical, ce qui est un bonheur, et permet à Cruise de montrer ce qu'il sait faire, comme il l'a mis en valeur depuis. Mais certaines autres scènes, elles, nous empêchent d'être le spectateur en pleine jouissance que l'association Cruise-Woo aurait dû donner. La scène du laboratoire sous la musique techno dégueulasse de Zimmer, la trop longue scène finale de 20 minutes qui jamais ne nous semble au niveau des enjeux, tout cela nous mène à bien des questions sans réponse, mais obligatoirement à penser que le film et ses presque 2 ans de pré-production ont fini sur un film malade. Des 125 millions de dollars, Mission Impossible 2 va quand même engranger 546 millions dans le monde et un peu plus de 4 millions d'entrées en France, ce qui prouve que les spectateurs voulaient voir ce que cette association allait donner. He's harmless. He's... Okay, cut! Out of time. A noter donc sur le DVD et le Blu-ray un faux making-of assez drôle où Ben Stiller se prend pour la doublure de Tom Cruise et se croit aussi important que la star en foutant la merde sur le tournage. So he doesn't really need a stunt double. But we make good use of the other Tom Cruise.
harder. Les scènes sont drôles, Tom Cruise et John Woo jouent le jeu de très belle façon, un moment rare, très fun, je vous le conseille, c'est vraiment très drôle. Now we had a real knife that was really sharp and really pointy. There was no faking that. What we did do was we had a cable attached to the end of the knife. It's fun. Here we go. Ready, and 3, 2, 1, drop! That's fun. Commençons avec un faux Tom Cruise, très bonne scène pré-générique. You keep calling me Dimitri. You really shouldn't. Le vrai va vite apparaître, escaladant une montagne, seul, filmé comme une carte postale vivante, les cheveux longs et au vent, un acteur-producteur dont l'ego perce au travers de ces images qui mettent le héros de façon à ce que jamais il ne soit mis en défaut. Les caractéristiques du réalisateur donnent à Ethan Hunt une dimension surhumaine, malgré l'aspect romantique. L'homme semble n'être ici qu'un personnage sans réelle vie à l'écran. Des passages qui fonctionnent sur la scène de l'église de Volte-Face avec les colombes font presque sourire ici, comme si les symboles de ces colombes que le réalisateur véhicule dans tous ses films ne sont que des gadgets de réalisation bien foutus certes, mais pas symboliques comme sur les films précédents du réalisateur. Bref, le parfait réceptacle pour la star producteur où drame et mégalomanie se mélangent pour notre plus grand plaisir. Malheureusement, il est doublé ici de façon affreuse et ratée par Yvan Attal, dont il fera la voix française sur 4 films. Il est évident que je devais mettre les extraits en VO. You turned around. What are you going to do? Spank me? I got the call that John Woo and Tom wanted to meet me at the Dorchester the following morning, which was amazing just to hear those two names in the same sentence, quite honestly. C'est Tom Cruise qui va suggérer Tandy Newton dans le rôle de Naya après qu'elle ait tourné avec sa femme. Halle Berry et Lauryn Hill, oui la chanteuse des Fugees, étaient envisagées, mais Cruise loin d'être convaincu. Ici en Naya, voleuse classe et audacieuse, elle va se retrouver dans les bras d'Ethan et les deux tourtereaux vont tomber amoureux en moins de temps qu'il en faut pour siffler le thème du générique. Awfully short notice. Care to wait a decent interval? Pour ne pas aller sous les verrous, elle va donc accepter une mission pour l'IMF, celle de renouer avec le méchant du film, son ex, et l'on imagine bien ce qu'elle doit subir. Elle y est ici filmée avec une sorte de vénération, comme celle qu'a Ethan pour elle, mais avec des dialogues comme celui d'Anthony Hopkins ou d'Ambrose, qui ne la mettent pas à son avantage. Bitch! La rencontre entre Ethan et Naya se fera sous fond de flamenco, admirablement filmé, et dont le morceau de Zimmer y est ici parfait, il faut le dire. Mais malheureusement, doublera cette scène dans une poursuite en voiture dont les deux véhicules vont littéralement danser au bord d'un gouffre et rater le coche. Une scène absolument ridicule et qui pouvait clairement être coupée au montage, n'apportant rien au récit. We had two cars that were mounted to a turntable and a track, a 200-yard track was buried underneath the road, and these cars would actually spin right up to the edge of the cliffs. I mean, I remember thinking, what if? Here we are, on this rig, being thrown, hurtling to the edge of the cliff. Anything could go wrong, and you just had to put your trust in the team, and they were really fantastic. De même, le fait qu'elle remette l'enveloppe dans la mauvaise poche d'Ambrose est digne d'une voleuse débutante, alors que ce dernier pouvait la piéger autrement. Tandy Newton est une actrice britannique dont ce film va réellement la révéler au public. Elle est Dame Vaako dans le film de David Twohy, Les Chroniques de Riddick, Collision de Paul Haggis, et c'est surtout son rôle de Maeve dans la série Westworld qui va la faire exploser. C'est Magali Berdy qui est à sa voix.
Dougray Scott va refuser le rôle de Wolverine dans le X-Men de Bryan Singer pour tenir celui de Sean Ambrose dans Mission Impossible 2. Je ne sais pas s'il y a gagné au change. John Woo, lui, avait choisi un antagoniste asiatique, mais cela lui sera refusé. Pour créer un héros, il faut d'abord lui créer un ennemi. C'est la phrase qui ouvre le script, que vous trouverez d'ailleurs dans la description, le script original. Ici, nous sommes loin, très et trop loin de ce qui est proposé. Dougray Scott n'est non seulement jamais à la hauteur, mais de plus, son jeu d'acteur est souvent limite, voire carrément hors jeu, sans jamais donner à Tom Cruise l'impression d'être l'antagoniste qu'il mérite. Pire, il est censé, dans la très bonne scène d'ouverture, être l'anti-Ethan Hunt, aussi bon que lui, mais dans l'autre camp. C'est quand Cruise joue le méchant que c'est crédible dans la scène pré-générique ou celle avec Naya, et dès qu'Ambrose enlève le masque d'Ethan Hunt pour voir son visage, que l'on n'y croit plus un seul instant. Run that bastard down. De plus, son équipe, qui tire à tout va sur le pistolet avec le virus, est digne de la plus grande des stupidités. Hit that bloody gun and you'll spray the virus all over the place. Il va obtenir son premier rôle important dans le Deep Impact de Mimi Leder, puis À tout jamais, une histoire de Cendrillon dans The Tenant et plusieurs autres films. Il est autant charismatique qu'une endive cuite à la vapeur. Ah si, autant pour moi, il sait attraper une écharpe qui s'envole, bravo. C'est Patrice Baudrier qui fait sa voix. Shit. Yes, it is. Luther Stickle est toujours là, même si pour trop peu de temps, c'est toujours Ving Rhames qui le joue, et sa bonhomie ne laisse pas indifférent. J'ai parlé de sa filmographie bien sûr sur la vidéo du premier film, et on l'a revu en 2023 dans le dernier de la saga, Dead Reckoning de Christopher McQuarrie, et c'est Jacques Martial qui fait sa voix française. Et là donc nous arrivons à ce grand moment, Hugh Stamp, qui est l'homme de main d'Ambrose, suspicieux de tout et encore plus de l'arrivée de Naya à nouveau dans la vie de son patron, on en va même à se demander s'il ne serait pas un petit peu amoureux de son boss et voire jaloux le bonhomme. La scène avec le coupe-cigare, symbole du trou, et le doigt de Hugh, symbole de son sexe. Ambrose au-dessus de lui est quand même une scène de sexe métaphorique homosexuel où Ambrose lui parle de sexe, le domine. You must realize that some of us have the burden of sex to deal with. Insère le doigt de Hugh dans le trou de son coupe-cigare. But I'm willing to take the risk because Hugh. Et une fois inséré, donc pénétration, le domine par deux plans sans équivoque. And I may or may not know why she thinks she's here. Avec certes, en sectionnant son doigt, une belle simulation de jouissance en fin de plan. I am gagging for it. C'est Richard Roxburgh qui interprète le personnage, plus intéressant que le méchant principal. La scène de son affrontement avec Ethan et la conclusion avec l'échange de masques est un des points culminants du film. Freddy's got no choice. I believe I break his jaw. Il sera donc abattu par son boss à mort de sa vie, ce dernier étant persuadé d'abattre Ethan Hunt. Roxburgh est un acteur australien qui a joué dans de nombreux films comme Moulin Rouge et Elvis de son ami Baz Luhrmann, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Stephen Norrington, Dracula poussif dans le Van Helsing de Stephen Sommers ou Boron dans Le Royaume de Gaoul de Zack Snyder. Patrick Laplace travaille sur sa voix française. Miss Hall and Ambrose had a relationship which he took very seriously. She walked away and he's been wanting her back ever since. Sans être crédité, Sir Anthony Hopkins joue Swanbeck, responsable de l'IMF, alors que Sir Ian McKellen était donc envisagé pour le rôle. Il n'apparaît qu'en début et fin de film, toujours impeccable et doublé par Bernard Desrands. But you were under specific instructions, Mr. Hunt, to bring back a living sample of the Chimera virus. Hopkins est ici implacable, sans le moindre début de sentiment, et a une idée des femmes assez... bon, disons que c'est la sienne. Il est même désolé qu'Ethan ne ramène pas le virus à la fin, et tient néanmoins sa promesse pour Naya. Billy Baird est interprété par John Paulson, il est un membre de l'IMF en Australie et va arriver là-bas avec son matériel.
peu de rôles à son actif, il va se concentrer sur la réalisation d'épisodes de séries télé. Hey mate, I'm with you bad, but Billy's okay. Anything you need me to get, move or watch, just let me know I'm your man. I'll have a look around. Il sert à Ethan de pilote en général et ses blagues tombent souvent à froid. Il est le géo trouve-tout de l'équipe. C'est Steve Zahn qui était envisagé au départ et c'est Jacques Boinic qui le double. You still don't get it, do you? I needed to know just how bad the disease was in the real world. John C. McCloy est un riche entrepreneur pour qui Nerkovitch travaillait et qui possède Biosite. Ethan et son équipe vont le kidnapper en lui faisant croire qu'il a le virus pour le faire parler. I, John C. McCloy, am in business to make money. C'est le grand Brendan Gleeson, un acteur irlandais qui joue le personnage peu de temps et que l'on a vu dans le rôle d'Alistair Mowgli dans Harry Potter et la Coupe de Feu de Mike Newell et les suites, mais aussi 3 de Wolfgang Petersen, Bon baiser de Bruges de Martin McDonagh, Edge of Tomorrow de Doug Liman et la série Monsieur Mercedes d'après Stephen King. Sylvain Lemarié fait sa voix française ici. Every search for a hero must begin with something that every hero requires. Le créateur du virus, donc lui, le docteur Vladimir Nerkovitch, est joué dans le pré-générique par Rade Serbedja et dans une petite scène après, doublé par Yves Barsac. A villain, therefore, in a search for our hero, Bellerophon. L'acteur est le méchant dans Le Sein de Philip Noyce, jouera dans Space Cowboys de Clint Eastwood, Snatch de Guy Ritchie. We created a monster. Chimera. Hilarant contre sa volonté dans le remake de Fogg de Rupert Wainwright en Capitaine Blake et joue souvent le russe comme dans X-Men le commencement de Matthew Vaughn. A noter Dominique Purcell que l'on voit en fond et en tout petit vu en Dracula dans Blade 3 de David Goyer et surtout bien sûr Lincoln Burrows dans la série Prison Break. Deux albums sortiront à la sortie du film chez Hollywood Records, un sur la musique de Hans Zimmer, succédant à Danny Elfman et incluant le Aiko Aiko sur une version de Zap Mama, que l'on avait entendu dans le Rain Man de Barry Levinson par le groupe The Bell Star, et l'autre dont beaucoup de chansons sont inspirées du film mais pas inclus dedans, avec des morceaux de Metallica ou Limp Bizkit qui reprend le thème de l'hallochifrine. Passons sur les chansons pour nous concentrer sur la musique de notre compositeur teutonique qui va se faire aider comme à son habitude par de fidèles collaborateurs, si peu, dont Klaus Baldet, Elisa Gérard, l'ex-chanteuse de Dead Can Dance, qui fit la voix sur la musique de Gladiator de Ridley Scott, et tenez-vous bien, on est loin d'une partition à 4 mains, Jeff Rona, Dean Glennie Smith, Michael Brook, Olivier Leiber, Heitor Pereira, Martin Tillman, Dave Gamson et Mel Wesson. Vu le résultat, rien n'est étonnant à ce que la musique soit décousue d'un morceau à l'autre. Zimmer annonce une musique sale et rock'n'roll alors qu'au final, certains fans de Technonic s'en laveront les oreilles. Alors effectivement, certains morceaux restent, fort heureusement, avec en premier la guitare sèche d'Heitor Pereira sur la scène du flamenco qui nous fait un effet buff et nous offre le beau thème de Naya. Le thème d'Ambrose, lui, est à côté, presque inexistant. Au cœur d'homme, synthé et percussions ne font jamais preuve d'originalité, puisqu'entendus dans de nombreuses compositions d'Hans Zimmer et de son groupe. Le pire, c'est que Zimmer, lui, comme souvent, préfère nous servir sa musique sans reprendre ou bien trop peu le thème de l'hallochifrine, et quand cela est fait, la guitare électrique montre que cela passe, mais est loin du talent du compositeur d'origine, voire de ce qu'avait fait Danny Elfman sur le premier film. Injection, par contre, nous rappelle le morceau Now We Are Free qui termine Gladiator, mais d'assez belle manière, ma foi. C'est une scène où Naya s'injecte le virus et où Tom Cruise lui promet de la retrouver. Lisa Gérard y déploie sa voix de la meilleure des manières et l'on y sent la souffrance du couple Ethan et Naya. La scène du laboratoire est à oublier, véritable déchaînement de sons électroniques sans thème, et le climax retrouve un peu de souffle avec des chœurs suite à la révélation du sous le masque et enchaîne sur le thème quand Ethan prend la moto. Le combat mano à mano du titre du même nom fait vite retomber le soufflet, de simples percussions avec un peu du thème de Naya au milieu, sans âme ni sens du suspense. Bref, l'on sent que la musique a malheureusement été composée vite, très vite, trop vite, sans réelle ampleur, le compositeur étant pris de partout entre Gladiator et Road to Eldorado.
de la musique reprise d'anciennes compositions sans réel thème développé, elle nous laisse une musique qui colle certes aux images, loin du chef-d'œuvre que l'on aurait pu avoir, mais énergique en diable, ça c'est certain. John Woo fait donc un film avec son empreinte, en tout cas une partie, sans faire comme le premier, on en est loin, et ne respectant que peu le matériau de base, la série télévisée. C'est une aventure d'Ethan Hunt, un film dont Tom Cruise en est la carte postale, tout à la gloire de la star, l'équipe étant réduite à son minimum en personnages étant à l'écran. Tom Cruise se glisse dans la peau des héros à la John Woo, on peut penser que c'était son but, la jouer façon Chow Yun-fat en étant loin du charisme de notre Tequila. Le réalisateur essaye de se rapprocher avec l'accord de la star du film Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock, mais le dit lui-même, il a échoué, il va donc se tourner sur l'action. Les critiques du premier film sont en droit ici d'être acceptées, ce Mission Impossible n'en a que le nom et on est plus sur un James Bond à la John Woo qu'un épisode cinématographique de la série. Certes, l'idée d'un film, une vision par réalisateur peut servir les plus audacieux adorateurs de cet opus, et certains trouvent même que l'intrigue romantique est réussie, mais pour les fans de la série, c'est la catastrophe. Le film est purement esthétique en restreignant au maximum la sincérité et la sensibilité. Le film est donc une métaphore des plus simples, ma foi, le combat de titans que sont la chimère et Bellérophon de la mythologie grecque, sous une chorégraphie audacieuse et réussie, mais qui semble, les années passant, n'être que le reflet du cinéma d'un réalisateur que l'on adore, John Woo, une compilation de ce qu'il a déjà fait en mieux. En sorte, un film qui semble réussi, mais reste rempli de subterfuges plus ou moins appuyés. L'on a l'image d'une série A, mais le côté presque parodique d'une série B, très bien faite certes, spectaculaire certainement, mais loin d'être le meilleur film américain de ce réalisateur talentueux. Le film en tant qu'œuvre d'action est quand même réussi, mais pêche par excès, oublie le matériau de base et coupe les jambes d'un réalisateur que l'on adore. Il suffit de voir le peu de cadavres qui sont à l'écran et encore moins les impacts de balles sanglants, mis à part sur le méchant un petit peu à la fin et encore. Peut-être un jour verrons-nous cette version de 3h15, mais j'y crois peu, celle d'un John Woo libre de faire son cinéma, meilleur ou pas, ce sera à nous de décider. Toujours est-il que même si le principe de la série est ici anéanti et qu'aucun élément scénaristique digne de ce nom ne pourrait être utilisé ailleurs que dans un épisode classique de l'Agence au risque, on est loin de De Palma. Aussi, le film a ses fulgurances, ses petits moments de film d'action comme on les aime, mais c'est loin d'être un grand film. Je lui mets donc la note de 4 sur 6, parce que ça reste quand même très regardable et que c'est bien foutu, mais bon, il faut se le coltiner, le film a vieilli, il faut le dire. Ça reste propre, mais pour moi c'est vraiment une parodie de John Woo et pas un grand film et encore moins Mission Impossible, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'espère que vous serez d'accord avec moi, si c'est pas le cas, mais discutons-en mes bons amis, avec vos commentaires auxquels je répondrai le plus rapidement possible. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à activer la petite cloche et vous abonner, c'est gratuit si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt pour du très lourd. Bye bye.